À la une de l'actualité, grande conférence de la CEP-Messie les 23, 24 et 25 novembre 2017 à Abidjan. Le thème « Le plan de Dieu pour l'histoire de l'humanité » a été développé par le révérend docteur Yaé Dion Robert. C'est parti pour le pèlerinage à Benity Viking Voyage du 26 novembre 2017 au 4 décembre 2017. Près de 80 pèlerins ivoiriens se sont envolés pour la Terre Sainte. Dans l'actualité internationale, l'immigration et la sécurité sont les principaux thèmes des échanges au cours du 5e sommet UE-UA qui se tient actuellement en Côte d'Ivoire. 83 chefs d'État et de gouvernement participent à ce sommet à Abidjan. Mesdames et messieurs, bienvenue. Merci de vous informer sur Béni TV, la chaîne des bénis au chapitre Religion. Le plan de Dieu dans l'histoire de l'humanité est le thème important qui a été développé par le révérend docteur Yaé Robert Dion lors d'une grande conférence du 23 au 25 novembre 2017 au siège des églises protestantes baptistes œuvres et missions internationales à Abidjan. Cette grande conférence a été organisée par la CEP-Messie, la conférence des églises protestantes et missions évangéliques de Côte d'Ivoire. Quel est le plan de Dieu pour l'homme? Quels sont les événements de la fin des temps? Voici quelques-unes des interrogations dont les réponses ont été dévoilées pendant 3 jours, du 23 au 25 novembre 2017 par le révérend docteur Yaé Robert Dion. Le plus d'1 millier d'auditeurs, des pasteurs et serviteurs de Dieu pour la plupart, mais aussi des fidèles des églises protestantes et évangéliques de Côte d'Ivoire, ont été édifiés par l'un des principaux docteurs de la loi et père spirituel de la Côte d'Ivoire sur le thème intitulé « Le plan de Dieu dans l'histoire de l'humanité ». Le monde que nous sommes actuellement, parce que le premier monde a été détruit par le déluge au temps de Noé. Et le second monde que nous vivons maintenant, qui va se terminer avec le dernier jugement, évidemment, ce monde-là a commencé avec Noé, ses 3 fils, Sem, Cam, Japheth, qui constituent les 3 races que compose l'humanité entière. Nous sommes aujourd'hui dans la démocratie. Vous voyez, c'est un des systèmes de gouvernement humain. Et puis il y a eu beaucoup d'autres événements par rapport au salut de l'homme. Voilà, au salut de l'homme, par rapport à la restauration, la nouvelle naissance, la régénération, la restauration de l'homme. Donc c'est important que les pasteurs connaissent cela, que l'Église connaisse cela. C'est important aussi que l'homme normal de la société civile même connaisse ces choses pour savoir qu'est-ce qui en est avec le monde et comment le monde va terminer. Les participants venus pour certains de l'extérieur de la Côte d'Ivoire se sont dit pleinement édifiés sur ces questions sensibles que l'Église a souvent du mal à aborder clairement. J'ai fait 5 ans d'école biblique, mais ce que j'ai appris ici, à l'école biblique, je n'ai pas reçu. Je me méfiais beaucoup d'enseigner dans Apocalypse parce que je ne maîtrisais pas beaucoup de choses. Mais pour ces 3 jours d'enseignement, c'est comme 5 ans d'école biblique pour moi. Et ça me permettra prochainement d'enseigner dans Apocalypse. C'est une délivrance pour moi. Désormais, j'irai prêcher plus comme la version d'autre fois où je disais que véritablement Satan a discuté le corps de Moïse, mais je leur dirai la vérité ouvertement que Moïse n'est pas encore mort parce que quelqu'un qui est revêti l'immortalité ne peut pas mourir encore. C'est pourquoi la preuve, il viendra mourir, l'antichrist va le tuer et 3 jours après, ils seront ressuscités et enlevés au ciel. C'est ainsi que Dieu rétablira toutes choses. Les objectifs sont donc atteints pour les leaders de la CEP-Messie, la conférence des églises protestantes et missions évangéliques de Côte d'Ivoire, fêtière ecclésiastique, organisatrice de cette conférence. À la CEP-Messie, nous avons le privilège d'avoir un enseignant à nos têtes. Notre président, le docteur Yaé Robert, est un formateur. Les objectifs sont largement atteints au-delà même de notre espérance et nous bénissons le monde. Après cette conférence, on peut donc le dire sans risque de se tromper, l'Église de Côte d'Ivoire sait désormais à quoi s'attendre pour la fin des temps. Élie et les Baals, temps de prière organisé par le Centre d'Excellence d'Angré dirigé par le berger Achija Pakom Marie, a une fois encore tenu toutes ses promesses d'éminents hommes de Dieu, dont la prophétesse Stella Marie Larocque, ont pleinement édifié le peuple de Dieu. Plus de détails dans ce reportage. Le Seigneur se manifeste dans nos faiblesses, nos fragilités, nos peurs et il nous en délivre.
Le feu se défie. Prise ton influence au nom de Jésus. Le feu de Jésus-Christ de Nazareth. Pour manifester sa puissance et montrer à son peuple qu'il est présent à tout instant. Dieu est ma délivrance. Ésaïe chapitre 12, le verset 2. Thème du temps glorieux de prière dénommé Élie et les Bals, organisé par le Centre d'excellence d'Hongrie, est une parfaite illustration de cette réalité. Une réalité décortiquée par le berger Achia Pakomari, maître d'œuvre de cette rencontre. Et pour nous que Dieu appelle à ce temps d'Élie et les Bals, Dieu veut nous raconter dans nos faiblesses et dans nos peurs. Un appel entendu. Des centaines de personnes ont accepté de marcher dans les pas de Jésus-Christ de Nazareth, lui abandonnant leur peur, leur fragilité, afin que se déploie la puissance de Dieu dans leur vie. Pour la prophétesse Stella Marie Larocque, invitée spéciale de cette rencontre, venue tout droit de la Belgique, il faut chasser l'incrédulité, ce Baal assis sur la bénédiction des enfants de Dieu. Durant ces 3 jours, d'éminents serviteurs de Dieu sont venus apporter leur soutien au berger Achia Pakomari, notamment la bergère Yvette Niamke, frère Mathias Mariesso, ont rendu grâce à Dieu pour les bienfaits qu'il fait à son peuple au travers de son serviteur. Je veux rendre grâce à Dieu pour la vie de mon petit frère. Le prophète. Le berger. Achia Pakomari. Alléluia. Je voudrais rendre toute la gloire à Dieu. Je suis honoré de ce que Dieu fait au travers de son serviteur. J'apprécie la marque de l'excellence prophétique sur sa vie. Fils, je suis fier de toi. Une bénédiction scellée dans l'Eucharistie. Rendez-vous est donc pris en décembre 2017 pour une nouvelle manifestation de la puissance de Dieu. Alléluia. Ça y est, depuis le 26 novembre 2017, plusieurs dizaines de pèlerins ivoiriens, environ 80 pèlerins, séjournent en Israël dans le cadre du pèlerinage organisé par Béni TV et King Voyage. Ces instants de départ ont été filmés pour vous par une équipe de reportage de votre chaîne de télévision préférée. Aujourd'hui, c'est la joie pour moi d'aller sur cette terre sainte parce que je sais ce que je vais chercher sur cette terre sainte, la santé, surtout la santé, et je sais que Dieu a déjà payé le prix pour moi. Et je vais à ce pèlerinage-là pour booster ma foi, parce que ça a été vraiment un rêve, et mon rêve aujourd'hui devient une réalité, et c'est vraiment une grande joie pour moi. C'est un voyage missionnaire, je peux le dire, parce que c'est une grâce d'effectuer ce voyage pour marcher dans les pas du Seigneur Jésus. Tout bon chrétien, tout bon serviteur doit vraiment effectuer ce voyage pour l'accomplissement, l'aboutissement de son ministère. Ouvrant à présent l'actualité générale en Côte d'Ivoire, plus de 10 ans après le déversement des déchets toxiques à Abidjan, les victimes de cet incident environnemental peuvent désormais espérer à une indemnisation. Une réunion a eu lieu entre des avocats et experts internationaux et la Coalition nationale des victimes des déchets toxiques. Il s'est agi de formater les listings. La récente tournée européenne du président de la Coalition nationale des victimes de déchets toxiques en Côte d'Ivoire continue de porter ses fruits. Les promesses de la prise en compte du plus grand nombre de victimes dans l'indemnisation sont entrées dans une phase de réalisation. Avec cette réunion qui a rassemblé les avocats et experts internationaux et l'ensemble des représentants des associations de victimes. Cette réunion avait pour objectif principal de statuer sur les bases de données des victimes des déchets toxiques en Côte d'Ivoire. Nous sommes en train aujourd'hui de mettre en place tout ce qu'il faut en termes d'organisation pour avancer. Et donc la deuxième partie de notre rencontre, bien sûr, ce sera la liste des victimes, la liste de ceux qui sont pris en compte. C'est pourquoi, aux côtés de Maître Edouard Campbell, qui sera rejoint par 2 autres avocats associés, j'ai dit avocats associés parce que j'ai dit c'est lui l'avocat principal. Donc les autres avocats qui travaillent avec lui sont on appelle les avocats associés. Et à côté de cela, et bien sûr, il y a les experts, les consultants qui nous encadrent un peu. Et donc nous aurons à statuer sur nos différentes listes, donc notre base de données. Et je ne vais pas tout expliquer cet après-midi ici. Retenez simplement que
Nous avons aussi une assistante qui a pu mettre Edouard Campbell dans l'instruction du dossier à travers la mise à disposition de notre base de données. Après ces travaux de listing, représentants des victimes et experts internationaux ont paraphé des protocoles d'accord, une étape essentielle pour une future indemnisation. En effet, au nom du collectif des avocats en charge des intérêts des victimes, j'ai tenu déjà à me rendre à Abidjan afin de rencontrer les victimes, leurs représentants et aller sur le terrain pour réaliser le travail qui reste effectivement à accomplir. Nous avons rencontré les représentants et les victimes et rendu compte du travail qui avait déjà été fait, du travail qui reste à faire et de la nécessité de nous structurer, de nous organiser afin effectivement de pouvoir prendre en compte les intérêts individuels des victimes. Nous sommes ici justement pour continuer l'action qui a été menée. On est là aussi pour conforter la population, les victimes. Comme vous l'avez expliqué M. Campbell, nous sommes là justement pour aboutir. Plus de 10 ans après le déversement des déchets toxiques en Côte d'Ivoire, les victimes se disent aujourd'hui rassurées pour une indemnisation future. Je suis Wali Agathe, épouse Zébré. En tout cas, depuis 2 ans, notre président est en mission. Aujourd'hui, il est là. Nous sommes très heureux, puis soulagés. Enfin, il est arrivé, nous sommes heureux. Parce que c'était long, c'était difficile, c'était pénible avec les victimes. Je me nomme Ali Akissi Delphine. Je suis contente de l'arrivée de mon président Claude Gorou, qui est allé en mission à Paris. Et il est revenu par rapport aux indemnisations avec les avocats, les experts que nous-mêmes nous avons vus avec nos yeux, qui nous ont rassurés pour pouvoir payer les victimes. Monsieur le représentant Pêche-Froid, je remercie le Seigneur qui a conduit Gorou en mission en Europe, qui a laissé sa famille, ses amis pour une mission noble pour les victimes que nous sommes. Aujourd'hui, c'est un ouf de soulagement parce qu'il est arrivé en Côte d'Ivoire avec les experts et il nous apporte de bonnes nouvelles. Dans l'actualité africaine, faisons un tour au Zimbabwe. L'euphorie suscitée dans tout le Zimbabwe par la chute de Robert Mugabe tranche avec la peine ressentie par les habitants du village natal de l'ex-président zimbabwéen. Immersion dans la bourgade de Kuntama, à quelques 100 km à l'ouest d'Harare. La chute de Robert Mugabe n'a pas fait que des heureux partout au Zimbabwe. À 1 heure de route d'Harare, le village qui a vu l'ex-président naître et se marier a du mal à cacher sa peine. Johannes Chikanya est né en mai 1924, 3 mois après Robert Mugabe à Kutama, à moins de 100 km à l'ouest de la capitale du pays. Ce cousin éloigné de l'ancien président qui salue les qualités de l'homme d'État dit avoir accueilli sa démission avec sérénité. Je ne peux pas dire s'il était intelligent à l'école. Mais il était clair pour moi qu'il était déterminé à apprendre. Il faisait partie du premier groupe qui a suivi une formation d'enseignant pendant 2 ans au collège de la mission. Si j'avais été à sa place, j'aurais démissionné pendant que la population m'aimait encore. Maintenant, ça crée des problèmes. Il ne peut même pas se déplacer librement. Il s'est fait des ennemis. Il n'est plus libre, les choses ne vont pas bien. Malgré son grand âge, Johannes ne se fait pas prier pour évoquer avec tendresse leur modeste enfance commune. Aujourd'hui, les habitants de Kutama redoutent l'arrivée au pouvoir d'Emerson Mnangagwa et se refusent encore à tourner la page Mugabe. On en parlait dans les titres, l'immigration et la sécurité sont au cœur du 5e sommet Europe-Afrique qui se tient les 29 et 30 novembre à Abidjan, en Côte d'Ivoire. À Abidjan sont présents 83 chefs d'État et de gouvernement, 5000 participants de 55 pays d'Afrique et des 28 pays de l'Union européenne prennent part également à ce sommet. La jeunesse et l'immigration au cœur du 5e sommet Union africaine-Union européenne qui doit s'ouvrir à Abidjan mercredi. Alors que les différents États s'indignent de la traite des Noirs en Libye, ce sommet paraît comme le lieu idéal pour discuter des mesures nécessaires pour freiner l'immigration clandestine vers l'Europe. Pendant que les pays s'activent pour le rapatriement de leurs migrants, pour ces jeunes interrogés à l'université de Cocody, le fléau est le résultat d'un manque d'instruction. Par le savoir, le manque de savoir, bien le manque d'instruction peut pousser certains à vouloir quitter. Parce qu'ici en Afrique, il y a le potentiel. Ceux qui ont vraiment fait des études savent que l'Afrique est riche de potentialités, quoi. Donc nos ressources
et on peut aussi entreprendre. Si on est arrivé à ce point-là, c'est que d'abord, en tant qu'Africain, on ne se fait pas confiance. On ne croit pas en nos valeurs. Qu'est-ce qu'on a à aller chercher en Libye? Si on veut se baser sur un fait, c'est que la Libye n'est plus un pays aussi stable qu'il n'y paraissait. À ce sommet, il sera aussi question de sécurité. Alors que les attaques terroristes sont récurrentes sur le continent, les dirigeants africains et leurs homologues européens s'attarderont certainement sur d'éventuelles mesures de lutte contre le terrorisme. Parlons toujours diplomatie. Le président français Emmanuel Macron est actuellement en Afrique pour sa première tournée sur ce continent. Une première tournée africaine très attendue, au cours de laquelle Emmanuel Macron doit dévoiler sa stratégie pour l'Afrique. À l'instar de ses prédécesseurs, Emmanuel Macron se sait très attendu pour sa première tournée africaine. Le président français doit s'exprimer ce mardi devant des étudiants à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, lors d'un discours au cours duquel il entend dévoiler sa stratégie pour l'Afrique. Objectif, donner une nouvelle impulsion aux relations avec un continent qu'il considère comme un vivier d'opportunités et marquer la rupture avec une vieille politique encore hantée par l'histoire coloniale. Dans le sillage de François Hollande, Emmanuel Macron veut définitivement tourner la page de la France-Afrique. Fini la culture de l'assistanat, place à un partenariat axé sur la jeunesse, l'entrepreneuriat et l'investissement. L'analyse de Pierre Jacquemot, chercheur à l'IRIS et ancien ambassadeur de France en Afrique. C'est en soi assez intéressant puisque jusqu'à présent on utilisait davantage les concepts d'aide et d'assistance technique à l'Afrique. Aujourd'hui, le discours de Macron sera très probablement, on peut l'anticiper aisément, de dire prenez-vous en charge au travers de la création d'entreprises, et puis il mettra l'accent très probablement sur le dynamisme qu'on peut observer dans beaucoup de capitales africaines autour des incubateurs, autour des start-up et autour de l'utilisation extraordinaire des possibilités données par le numérique pour développer des activités. Autre priorité pour le président Macron, poursuivre la lutte contre les groupes djihadistes au Sahel, engagés par son prédécesseur. 4500 militaires français sont mobilisés dans le cadre de l'opération Barkhane aux côtés des soldats du G5 Sahel, soutenus par Paris. Emmanuel Macron espère convaincre les Européens d'apporter leur contribution financière à cette force conjointe antiterroriste de 5 pays. Priorité aussi à la lutte contre le trafic de migrants alors que des milliers d'entre eux tentent de rejoindre l'Europe, en particulier depuis la Libye où certains sont vendus comme esclaves par des passeurs. Emmanuel Macron a dénoncé des crimes contre l'humanité. Abordons à présent la page internationale de cette édition d'information en parlant de justice. Ratko Mladic, chef militaire des Serbes de Bosnie pendant la guerre de 1992-1995, a été reconnu coupable de génocide et crimes contre l'humanité. Le tribunal pour l'ex-Yougoslavie l'a condamné à la réclusion à perpétuité. Le 11 juillet 1995, Ratko Mladic parade avec ses troupes. Srebrenica vient de tomber aux mains des Serbes. Enlevez-moi ces noms de rues musulmanes. Arrachez tout. Dépêchez-vous les mecs, je vais pas le répéter 10 fois. Le général Mladic commande les forces serbes de Bosnie quand 8000 musulmans, réfugiés dans l'enclave de Srebrenica, sont exécutés. Le pire massacre en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Né en 1942 dans une petite ville de l'est de la Bosnie, il s'engage dans l'armée yougoslave et gravit très vite les échelons. En 1992, il devient le chef de l'état-major de l'Assemblée des Serbes de Bosnie et conduit le siège de Sarajevo pendant 3 ans. Sur les ordres de Radovan Karadzic, l'armée tire sur les civils depuis les montagnes qui entourent la ville. Le siège fera plus de 10 000 morts. Poursuivi pour génocide et crimes contre l'humanité pour le massacre de Srebrenica, Mladic est limogé en 1996. Jusqu'en 2000, il vit dans un appartement aux environs de Belgrade, sans jamais être inquiété. J'ai eu des contacts avec le général Mladic jusqu'en 2000, comme tous ses voisins. On a bu le café ensemble, il se promenait normalement dans Belgrade. Après, plus personne ne l'a vu. En 2011, il est finalement arrêté, puis transféré au tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie à La Haye. Son procès dure 5 ans, sans qu'il n'exprime un seul remords. Sur le continent américain, il y a 1 an, la Colombie signait un accord de paix avec les FARC et tournait la page d'un conflit armé vieux de plus d'un demi-siècle.
Aujourd'hui, l'heure n'est pas pourtant à la fête, car si le nombre de victimes a fortement baissé, des promesses tardent encore à se concrétiser. Une poignée de main entre Juan Manuel Santos et Rodrigo Londoño pour célébrer le premier anniversaire de l'accord de paix. Il y a un an, jour pour jour, dans cette même enceinte, le gouvernement et la guérilla des FARC tournaient la page d'un conflit armé de plus de 50 ans. L'heure est à présent au bilan. Le texte, lui, se heurte au Congrès, qui retarde sa mise en œuvre en y ajoutant des amendements. Même si le président colombien a appelé le Parlement à clore le processus rapidement, il a rappelé que la paix ne se construisait pas du jour au lendemain. Cela a été difficile, très difficile, de réussir, mais faire taire les fusils nous a permis de sauver des milliers de vies. Du côté des guérilleros représentés désormais par un parti politique, c'est le sentiment d'avoir été trompés qui domine. Eux qui ont déposé la totalité de leurs armes en juin dernier comme le prévoyait l'accord, dénoncent aujourd'hui leurs conditions de vie. Quelques 7000 FARC attendent toujours d'être réintégrés dans la société. Le gouvernement et l'État n'ont pas tenu leurs promesses envers le pays. Nous, les FARC, avons fait tout ce que nous pouvions, et même plus. Il y a beaucoup d'inquiétudes, pas seulement au sein des anciens combattants, mais dans la communauté en général. L'accord prévoit aussi une réforme agraire, la création d'une justice spéciale pour la paix et un dédommagement des victimes du conflit. À terme, le président Santos veut aller plus loin en négociant une paix complète avec l'ELN, la dernière guérilla active en Colombie. Et ce n'est pas une page de sport que nous allons refermer ce journal. Les Grands Prix et les championnats du monde par équipe de taekwondo se dérouleront du 2 au 6 décembre 2017 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Ces deux grands rendez-vous de sport ont été officiellement lancés le vendredi 17 novembre 2017 au cours d'une conférence de presse. Ce sont au total 128 athlètes originaires de 15 pays qui s'affronteront dans le cadre de la finale des Grands Prix 4e édition. Tournoi initié par la Fédération internationale de taekwondo, ces révélations ont été faites par Maître Bamba Cheikh Daniel, président de la Fédération ivoirienne de taekwondo, au cours de la conférence de presse de lancement de cette compétition de prestige. 8 des meilleurs athlètes olympiques par pays, soit 4 en dames et autant en hommes, auront le privilège de fouler les tatamis du Palais des Sports de Trècheville, espace choisi pour abriter cet événement. Toutefois, poursuit Bamba Cheikh Daniel, en sa qualité de pays hôte, la Côte d'Ivoire pourra aligner 2 athlètes par catégorie en dehors des catégories de Cissé Cheikh Salah et de Bagbourut, les 2 derniers médaillés olympiques ivoiriens. Selon le premier responsable du taekwondo ivoirien, hormis son caractère prestigieux, ce tournoi revêt également un aspect compétitif important, en ce sens qu'il octroie 80 points pour la qualification aux prochains Jeux olympiques à tout athlète vainqueur dans sa catégorie. Cette compétition apparaît également comme le couronnement des 3 grands prix initiés par la Fédération mondiale de taekwondo, a rajouté Maître Odan, pour clore le chapitre final des Grands Prix. Autre sujet abordé par Maître Bamba Cheikh Daniel au cours de cette rencontre avec la presse sportive ivoirienne, la Coupe du Monde par équipe nationale. Pour cette seconde édition, ce tournoi mettra aux prises 16 équipes nationales, dont 8 féminines et 8 masculines, soit au total 96 athlètes issus de 12 pays. On les a dit au président merci pour avoir autorisé cette finale des Grands Prix, nous accompagner avec les moyens décidés par le Premier ministre. Et je dis que nous ferons tout pour être à la hauteur de l'attente des Ivoiriens pendant ces 2 compétitions. En marge de ces 2 compétitions, pour mettre un terme à la saison de la Fédération internationale de taekwondo, le Gala des Awards, cérémonie de récompense de prestige, servira de plateforme à cette institution pour attribuer aux meilleurs encadreurs, athlètes et dirigeants des trophées pour travail bien fait. En prélude à cette semaine dédiée au taekwondo, un séminaire des arbitres rassemblera 40 d'entre eux, issus de divers pays du monde. Ces garants du respect des règles de l'art seront soumis à un séminaire de recyclage. Voilà, c'est ici que s'achève ce journal que nous avons été ravis de vous présenter. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. À bientôt.